ロジャーが待ってる男は少なくともティーチ、おめえじゃねえ。仲間殺しの絶えない凶暴な一味だった。メンバーは船長ロックスを筆頭に、人の夢は終わらねえ。体の中から湧き上がってきやがる。この世の全てを思い通りにできそうだ。この世界の未来は決まった。そう、ここから先は俺の時代だ。On l'attendait, Oda nous l'a servi. Pour le chapitre 1154, on a le reveal de Rock D. Xebec. On en entend parler la première fois le 11 juin 2018 quand Garp parle de l'équipage des Rocks et on doit attendre septembre 2019 dans le chapitre 957 pour que Sangoku prononce le nom de Rock D. Xebec. Et son visage s'accompagne d'une révélation. L'intrigue n'était pas qu'esthétique. Rock D. Xebec a une histoire, une destinée et surtout une descendance. L'ancien rival de Gold Roger, le pirate qui avait dans son équipage Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, Capitaine John, Shiki, un pirate à la puissance démesurée qui a tué un amiral lors d'une rêverie. Oda ne nous cachait pas le visage de Xebec uniquement pour nourrir une intrigue. Son visage est une révélation. Rock D. Xebec est le père de Marshall D. Teach. Nous sommes à la saga finale, à la toute fin de One Piece et à chaque chapitre, Oda nous réserve une révélation. Après Shanks le Roux, après Im-sama, après Loki et Harald, c'est au tour de Rock D. Xebec et de Barbe Noire d'être sur le devant de la scène. Car oui, la destinée n'est pas seulement réservée au personnage de Monkey D. Luffy, elle est aussi réservée au personnage de Marshall D. Teach, a.k.a. Barbe Noire, qui lui aussi est le fruit d'une toute autre destinée. Pour comprendre tous les détails, j'ai analysé toutes les scènes où Barbe Noire apparaissait dans One Piece, que ce soit les échanges entre Barbe Blanche et Shanks, que ce soit la bataille de Banaro entre Ace et Barbe Noire, j'ai repéré tous les détails importants pour comprendre la destinée du personnage de Marshall D. Teach. Pourquoi est-ce qu'il ne dort pas? Pourquoi est-ce qu'il peut ingurgiter deux fruits du démon? Pourquoi est-ce que Saturne parle de destinée quand il parle de Barbe Noire? Est-ce que Xebec sera l'antagoniste final de One Piece? Est-ce que j'ai changé d'avis suite à cette révélation? Et pourquoi, selon moi, Oda est en train de préparer l'antagoniste le plus puissant jamais vu dans One Piece? Nous allons découvrir l'ascension de Barbe Noire. Et à la fin, je vous partagerai peut-être une petite surprise que je vous dois depuis quelques semaines. Bienvenue dans la review du chapitre 1154 de One Piece. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça me donne un sacré coup de pouce. Il y a 44% des gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Moi, j'ai vraiment envie d'atteindre les 50 000 abonnés. Les vidéos One Piece du dimanche me demandent beaucoup de travail entre l'écriture, filmer, le montage. Et bien, ça me demande entre 15 et 20 heures de travail. Moi, je bosse, hein. Je suis pas youtubeur professionnel, je ne vis pas de YouTube. Donc, c'est beaucoup du travail la nuit, le matin, sur ma pause midi pour faire une vidéo vraiment de qualité. Donc voilà, si tu aimes le boulot que je fais, n'hésite pas à t'abonner. Moi, ça me permet un petit peu de grossir, de faire découvrir ma chaîne à d'autres personnes et à donner du sens sur tout le travail que je fais. Bien sûr, à me donner ton avis en commentaire. Je lis l'intégralité des commentaires et ils sont pertinents. J'adore ça, les gars. Vous mettez une bonne énergie. J'ai souvent les plus grands pavés du game sous mes vidéos et je suis fier. C'est une chaîne qui est technique. On est dans l'argumentation, on est dans les preuves, on est un petit peu dans la recherche, dans la théorie. Et je suis content d'avoir autour de moi des gens qui partagent cette même passion. Donc merci beaucoup avec le maximum de pouces bleus parce que ça aide à référencer la vidéo, à avoir du reach
pour pouvoir faire découvrir mon travail, notre travail à d'autres personnes. Et promis, en fin de vidéo, je vous parle de qui est-ce qui a volé le trésor d'Elbaf. Personne n'en a parlé, personne n'a cité le nom de cette personne-là et tu verras les détails que je donne, ils sont assez cool. Donc rendez-vous en fin de vidéo. Merci les gars. J'aime beaucoup ce chapitre parce qu'il va apporter une réponse aux deux idéologies qui influencent Elbaf. L'idéologie d'Ida, c'est-à-dire qu'il faut échanger avec les différents peuples, faire des échanges économiques, technologiques, s'enrichir un petit peu des différences de chacun. Et l'idéologie d'Estrid, le repli sur soi-même, mettez tous les trésors dans ma chambre. Et aussi, eh bien, le manque de logique. Elle va accuser Loki d'être une malédiction. Elle va un petit peu se baser sur du spirituel, sur le feng shui, etc. C'est les deux idéologies qui vont avoir un impact fort sur Elbaf et on va commencer avec l'idéologie d'Estrid qui va être l'idéologie dominante puisque Elbaf eh bien, va être le théâtre de plusieurs cataclysmes depuis Big Mom, va y avoir des tempêtes de neige mais également de la famine. En réponse, les habitants d'Elbaf eh bien, vont accuser Loki et un petit peu le persécuter, mais ils vont également le faire avec Ajrudin et Ida qui vont être obligés de déménager, d'aller dans le monde souterrain pour ouvrir une échoppe, là où on a vu Shanks et Colomb. Ça va avoir un impact directement eh bien, sur Loki qui va être persécuté et qui va même tenter de se suicider le pauvre en sautant un petit peu de l'Ardre Elbaf jusqu'au monde souterrain. Il a eu une enfance très difficile. On a, après la mort d'Astrid, eh bien, son frère qui va s'occuper du jeune Loki et qui va lui aussi le tabasser, ce qui va expliquer un petit peu le caractère de Loki. La famine ravage Elbaf et c'est Harald qui va revenir. Harald qui est porteur de l'idéologie d'Ida et il va venir avec une preuve puisqu'il va venir avec une suite de bateaux. On va avoir un nombre incalculable de bateaux sur une magnifique double page. Des populations à l'extérieur qui vont ramener de la nourriture pour contrer la famine d'Elbaf. Harald a donc raison selon moi au niveau de son idéologie, mais il va aussi s'en servir pour sauver le peuple d'Elbaf et ça va très certainement changer l'intégralité des mindsets des géants et je suis content parce que ça fait écho un petit peu à notre monde. Moi j'ai grandi, je vous l'ai dit, dans les années 90 où on allait plutôt vers la disparition des frontières, la libre circulation en Europe des capitaux, des hommes, des technologies, des entreprises, etc. Et qu'aujourd'hui c'est typiquement l'inverse. On a eh bien, des droits douaniers de plus en plus hauts, ce qui est un problème pour les échanges économiques, mais on a aussi eh bien, des gouvernements de plus en plus extrêmes et qui pointent du doigt, comme le peuple pointe du doigt Loki, les étrangers pour dire qu'ils sont à l'origine de l'insécurité, de tous nos problèmes économiques, etc., etc. On réagit un petit peu comme le peuple d'Elbaf quand ils accusent Loki d'être à l'origine des malédictions alors qu'on sait eh bien, que les malédictions n'existent pas. Cette ouverture d'esprit, cette explication d'Oda est certes un petit peu naïf, je comprends que la vie est beaucoup plus compliquée que ça, mais quand je lis une œuvre, j'aime bien, eh bien tendre vers le bien et aller vers un petit peu une opinion optimiste et positive du monde, donc je suis très content d'avoir eh bien ce dénouement à l'intrigue qu'on a eu depuis la semaine dernière, mais le plus important bien sûr, c'est quoi cette histoire des 100 géants enfermés dans la glace? On en parle tout de suite les gars. Je sais que je vais me faire insulter pour cette partie de la vidéo, mais il faut que vous compreniez avec détail les arguments que je vais vous montrer. Je vous conseille aussi d'aller relire les tomes parce que c'est hyper important, puisque toute la communauté s'est trompée sur un petit détail concernant les armes antiques et notamment sur les plans de Pluton que possède Franky. Et il faut comprendre 3 axes pour vous expliquer que Franky n'a jamais eu les plans de Pluton ou d'une copie de Pluton. Quand on regarde l'arc Water 7, on commence avec une première révélation qui nous indique effectivement que Franky a les plans de Pluton. On lui a remis. C'est des plans qu'on remet de génération en génération et Tom les a confiés à Franky. À partir de là, il y a le plan de Spandam qui souhaite récupérer les plans de Pluton et il s'explique avec un mensonge en disant « Il faut que je récupère les plans de Pluton et Nico Robin
car à cause de ces deux personnes, les armes antiques peuvent revenir et ce serait un désastre pour la paix. Mais au fond de lui, Spandam veut récupérer et les plans de Pluton et Nico Robin pour pouvoir un petit peu mettre la main sur le monde. Il veut une puissance qui lui permettrait d'accomplir ses rêves et ses objectifs. Mais la révélation finale que tout le monde oublie parce qu'il faut la lire avec détail, c'est que Franky explique à Spandam qu'il n'a pas les plans de Pluton ni une copie de Pluton. Il a les plans d'une arme défensive qui pourrait protéger les populations si un jour les armes antiques venaient à se réveiller dans notre timeline. Donc les plans qui sont nommés plans de Pluton, qui sont pendant tout l'arc décrits comme étant les plans de Pluton, en fait sont les plans d'une arme défensive qui ne permettrait par exemple jamais à Spandam d'attaquer ou d'assouvir ses desseins les plus sombres, puisque ce n'est pas une arme qui permet d'attaquer ou de détruire. Donc, les géants qui ont mis en place ces plans-là, qui ont été récupérés par Tom et qui sont récupérés par Franky, ne sont en aucun cas une arme antique ou une copie d'arme antique. Je me suis fait insulter la dernière fois que j'ai présenté un petit peu cette analyse de l'œuvre. Je vous invite à relire l'arc Water 7 et vous verrez de vos yeux, même si jusqu'à aujourd'hui aucun youtubeur n'a fait ce travail et que pour tout le monde, Franky a les plans de Pluton ou une copie de Pluton, en relisant l'œuvre, vous allez comprendre que c'est pas du tout le cas. C'est une arme strictement défensive. Et c'est très important pour la suite. Une des parties les plus mystérieuses de ce chapitre, c'est bien sûr les révélations de Jarl sur cette compagnie de géants antiques charpentiers qui s'est fait prisonnier dans la glace il y a un certain nombre de temps. J'ai pour hypothèse que c'est à l'époque du siècle oublié. C'est peut-être lors de la bataille entre Joy Boy et Im-sama que l'antagoniste a eu le pouvoir ou de geler les géants antiques ou d'établir une ère glaciaire. On a bien sûr ces géants charpentiers antiques qui se sont fait prisonniers par la glace, mais on a aussi le personnage de Oz. Rappelez-vous, dans Thriller Bark, Gecko Moria nous explique qu'il a retrouvé Oz dans la glace. Seulement, il dit qu'il l'a retrouvé il y a 500 ans et normalement la guerre du siècle oublié c'était entre moins 900 et moins 800 ans, mais peut-être que Gecko Moria s'est trompé en datant l'époque où a vécu Oz. On sait aussi que Im-sama, lorsqu'elle descend un petit peu dans les catacombes de Marie-Joas Terre Sainte et qu'elle va voir le chapeau de paille géant, le chapeau de paille géant est dans la glace et on dirait qu'elle est dans une grotte qui est très froide. Je pense donc que l'antagoniste en question, c'est Im-sama et qu'elle a gelé les géants, Oz potentiellement, mais également les charpentiers géants antiques, qui pourraient être les géants que les Mugiwara rencontrent prisonniers dans la glace à Punk Hazard. Mais on se demande pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Eh bien c'est là que la partie précédente est hyper intéressante. Si on considère que les plans de Franky ne sont pas les plans de Pluton ou d'une copie de Pluton, mais des plans de défense, d'une arme défensive pouvant contrecarrer les armes antiques, on a un début d'explication. En effet, rappelez-vous, le Dr Vegapunk a dit que le principal danger dans l'utilisation des armes antiques, c'est qu'elles provoquent tellement de dégâts qu'elles font monter le niveau de la mer. Et ça peut tuer l'intégralité de la population qui n'est pas en altitude. Donc on se dit, quelle pourrait être une arme défensive qui protégerait les humains si on a une montée des eaux? Eh bien la réponse est simple. C'est une arche. Si tu fais une arche suffisamment grande, alors tu peux protéger l'intégralité des humains, parce que s'il y a la montée des eaux, l'arche va flotter. Donc, comme on sait que les plans que Tom a transmis à Iceberg et Franky sont transmis de génération en génération, pour moi, ils ont été dessinés par l'équipage géant antique charpentier et que ce sont les plans d'une énorme arche de Noé. D'ailleurs, Franky et Iceberg le disent quand ils ont le plan sous les yeux, comment est-ce que des humains peuvent construire une structure aussi énorme, preuve que ce sont des plans qui sont faits à l'échelle de la taille des géants. Donc quelqu'un ne voulait pas que ces géants charpentiers soient capables de protéger l'intégralité de la population au cas où on ait une guerre avec les armes antiques et qu'il y ait une levée des eaux, ce qui potentiellement pourrait être le plan d'Im-sama. Mais donc, il y avait une personne qui voulait
protéger l'humanité et de construire cet arc. Et la personne qui le voulait, c'est très certainement Joy Boy. Et ça rebondit sur la promesse que Joy Boy n'a pas tenue. En effet, Joy Boy a fait la guerre à Im-sama, mais il a prévu d'utiliser les géants charpentiers uniques pour construire une plateforme capable de sauver l'intégralité de l'humanité. Mais les géants partant de Elbaf avec du bois d'Adam et allant directement vers l'île des Hommes-Poissons pour réaliser cette arche, se sont fait geler par Im-sama sur l'île de Punk Hazard. On a donc ici et là des pièces de Pulse qui commencent à se rassembler et qui nous donnent des détails sur cette guerre antique pendant le siècle oublié qu'il y a eu entre Im-sama et Joy Boy. Et on a aujourd'hui les éléments qui nous expliquent pourquoi Joy Boy n'a pas été capable de tenir sa promesse. Il a été contrecarré par Im-sama qui a gelé les géants et les géants antiques charpentiers qui étaient là pour construire cette arche. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette théorie du rassemblement de ces pièces de Pulse. Et tout de suite, on va parler de Rock Dixebeck. On comprend vraiment plein de choses avec ce chapitre et avec le reveal de Xebec. Bien sûr que Barbe Blanche le savait, lorsqu'il a recueilli pour la première fois Barbe Noire sur le Moby Dick, il a reconnu le fils de Xebec et il l'a pris sur son navire parce que, et c'est la phrase d'Eiichiro Oda, on ne juge pas un enfant par rapport aux actes de ses parents. Il lui a laissé une chance tout en connaissant le caractère de son ancien capitaine Rock Dixebeck. Et c'est également pour ça qu'il n'intervient pas quand Shanks lui demande de stopper Ace parce que Barbe Noire est dangereux. Barbe Blanche ne réagit pas. Il prétexte que Ace doit venger la personne Thatch qui est mort sur son navire, car le plus grand crime d'un pirate, c'est de tuer un membre de son équipage. Mais au-delà de ça, on comprend avec ce chapitre que Barbe Blanche ne peut pas trancher entre le fils de son rival Ace, qui est le fils de Gold Roger, et le fils de son ancien capitaine Barbe Noire, qui est le fils de Rock Dixebeck. C'est un dilemme qu'a Barbe Blanche, puisqu'il a sous sa coupe les fils des deux plus grandes légendes de son époque, le fils de Xebec et le fils de Gold Roger. Et c'est pour ça qu'il dit à Marineford en regardant Teach, ce n'est pas toi que Roger a choisi, car ça aurait pu être finalement le fils de son ancien capitaine. Et vous allez voir dans la prochaine partie qu'on peut revenir sur une des batailles les plus légendaires de One Piece pour la réinterpréter maintenant qu'on a le face reveal de Xebec. Yami no mae de wa subete muryoku. Omae no tsuyosa o motte shite mo na. Shikashi, masu masu oshii chikara da. Ace! À l'époque, on ne savait pas que cette bataille était finalement un coup du destin où les rejetons des deux plus grandes légendes de jadis allaient s'affronter. Je parle bien sûr du chapitre 440 de One Piece où Ace affronte Barbe Noire. On sait que ça va être le début du plan de Marshall des Teach pour atteindre les plus hautes sphères de la piraterie et pourquoi pas le monde. Mais à l'époque, on était loin de se douter que Ace était finalement l'enfant de Gold Roger et qu'il affrontait Barbe Noire qui était lui-même l'enfant de Rock Dixebeck. C'était la revanche de la bataille de God Valley où les deux légendes se sont affrontées, Xebec et Roger, et on a exactement la même signification puisque sur God Valley c'est Roger qui débarque pour tenter d'arrêter Rock Dixebeck. On ne sait pas encore pourquoi, mais on va pas tarder à le découvrir. Et c'est exactement la même chose sur l'île de Banaro où Ace tente d'arrêter Teach car celui-ci veut capturer Luffy pour l'offrir directement à la marine et devenir Shishibukai Oda. Par ce retcon, nous permet de réinterpréter cette bataille de légende qui l'était déjà parce que c'est le point d'ancrage qui a permis la bataille de Marineford. Mais aujourd'hui, on a un aspect qui est lié à la destinée, qui est un des symboles phares d'Eiichiro Oda, puisqu'on peut réinterpréter ce combat maintenant qu'on connaît les géniteurs de Ace et de Barbe Noire. Et on va avoir un développement assez particulier sur la puissance du père de Barbe Noire, Rock Dixebeck. 俺の
剣を2本知らねえか。名剣だ。応答、そして小柄し。おめえらには悪いが、ここは出て行かせてもらう。足はいらねえんだ。Nous sommes à l'aube d'une des plus grandes révélations du monde de One Piece. J'ai été connu pour avoir promulgué depuis maintenant plusieurs années une phrase qui a retourné la communauté. Une phrase chère à mon cœur et qui traduit l'amour que je peux avoir pour un auteur et la dissociation dans une œuvre entre la volonté de l'auteur et celle de l'équipe marketing. Je parle bien sûr du personnage de Shiki, qui apparaît dans ce chapitre et qui va très certainement avoir un encart dans le chapitre suivant avec son prénom Shiki et son surnom le Lion d'Or. Mon argument principal, c'était que dans les 112 tomes de One Piece jusqu'ici, jusqu'au chapitre 1154, on n'avait jamais eu la mention du personnage de Shiki, on n'avait jamais eu le mot Shiki. On parlait du Lion d'Or, on avait son visage qui était dessiné directement dans l'œuvre, mais pour moi c'était le symbole de la résistance d'Oda qui ne s'abaisserait pas à mettre le nom de ce personnage qui a été exploité dans un film One Piece Strong World. La définition du mot canon est au cœur de ce débat. Et nous avons eu cette semaine à la Japan Expo l'honneur d'avoir Torishima, l'éditeur de Dragon Ball, celui qui travaillait avec Akira Toriyama pour développer l'œuvre et qui est devenu rédacteur en chef du Weekly Shonen Jump, magazine de prépublication de toutes les séries qu'on suit. Et à la question, est-ce que Dragon Ball Super ou est-ce que Dragon Ball Daima est canon, celui-ci a répondu en tant qu'éditeur en chef, donc très centré par les réussites économiques de son magazine, que pour lui tout était canon. Les jeux vidéo, les films, les publicités, les crossovers entre Dragon Ball et Luffy par exemple. Donc, si on suit sa logique à lui, qui est l'éditeur en chef, donc celui qui structure, manage et encadre l'intégralité des sorties de One Piece, de Naruto, de Dragon Ball et j'en passe, tout est canon. Donc aujourd'hui, ceux qui se proclament de la définition du mot canon en disant bah c'est canon parce que la Toei Animation l'a dit, c'est canon parce qu'il y a marqué fait par Eiichiro Oda, vous ouvrez la vanne à ce que tout soit canon. Les jeux vidéo, les posters, les cartes, les figurines, les pubs One Piece avec Luffy qui fait du baseball ou du basket, c'est vous qui êtes en train de définir une ouverture économique à la définition du mot canon qui devrait être normalement le privilège du dessin et de l'histoire racontée par l'auteur. Et c'est pour ça que j'ai défendu corps et âme, jusqu'à avoir tort très certainement la semaine prochaine. Parce que Shiki va être intégré, parce que Oda va se plier aux exigences des éditeurs, des ayants droit, de ceux qui exploitent la licence One Piece, et j'ai voulu, un petit peu seul de mon côté, protéger les écrits de l'auteur, soit les 112 tomes, et je continuerai à chérir dans mon cœur le fait est et l'idée que Shiki n'est pas canon. Mais j'admettrai, devant vous, que Shiki va devenir canon. Et je m'excuserai et je dirai que j'ai tort dans ma vidéo de la semaine prochaine. Et vous avez ma parole, si la semaine prochaine on a un encart avec le mot Shiki, plus jamais je ne prononcerai la phrase Shiki n'est pas canon. Rock D. Xebec est un clown, c'est le père de Baggy, et finalement, s'il a réussi à mettre la main sur Barbe Blanche, Kaido, Big Mom et tous ces pirates incroyables, c'est grâce à de la chance, un petit peu comme Baggy a eu dans son équipage Crocodile et Mihawk. Beaucoup ont théorisé sur le fait que Rock D. Xebec soit une fraude. Eh ben non, on a une information cruciale dans ce chapitre qui nous permet de comprendre pourquoi est-ce que des pirates aussi puissants que Barbe Blanche, Kaido et Big Mom ont suivi Rock D. Xebec. C'est très certainement grâce à sa puissance, et on a un détail très important concernant la puissance de ce personnage dans ce chapitre, puisqu'on apprend il y a
8 ans dans le flashback et 56 ans par rapport à la timeline principale que lors d'une rêverie, Rock D'Xebec aurait tué un amiral. Je vous rappelle, c'est le grade le plus puissant de la marine et c'est à cause de cela qu'il est devenu hors la loi et qu'il est très certainement devenu pirate. Donc, Rock D'Xebec, alors qu'il n'était encore qu'un civil, que c'était même pas un pirate, il avait assez de puissance en lui pour tuer un amiral. Ça démontre que c'est très certainement l'un des personnages les plus puissants de One Piece et je le pense aujourd'hui le plus puissant, mis à part Joy Boy. C'est une des révélations qui nous est faite directement dans ce chapitre et qui nous fait comprendre comment Xebec a réussi à tenir sous sa main les pirates les plus puissants de son époque, mais ce n'est pas le seul secret ni la seule révélation qu'on a par rapport à ce personnage. Et sur le prochain point, je vais vous décrire quelle est la cohérence entre l'objectif de Barbe Noire et le terrible secret qu'on a appris dans ce chapitre concernant Rock D'Xebec. Est-ce que Rock D'Xebec a mangé un fruit du démon? On a certains signes dans ce chapitre, puisque lors de son introduction, on voit une montagne coupée en deux, et ça pourrait un petit peu nous rappeler le pouvoir d'un certain personnage, et quand on réfléchit un petit peu aux différents attributs de Marshall D. Teach, on se dit qu'il y a peut-être une logique derrière ça. En effet, on voit Xebec sur très peu de cases dans ce chapitre, mais on peut voir une montagne coupée en deux, mais également un signe avec sa main où on voit un petit peu ses doigts tendus qui nous rappelle la signature du fruit de Trafalgar D. Waterloo lorsqu'il utilise l'OP Nomi. Et rappelez-vous, ce pouvoir a une spécificité. Il est capable de donner l'immortalité à une autre personne. Et ce qui serait terriblement intéressant, c'est que Rock D'Xebec ait donné l'immortalité à son fils Marshall D. Teach, et c'est pour ça que celui-ci a des différences au niveau de son organisme. Déjà, il n'a pas besoin de dormir. Effectivement, si tu es immortel, tu n'as plus besoin de dormir puisque ton corps n'a pas besoin de récupérer. Par définition, tu es immortel. Pour nous les mortels, on peut mourir par manque de sommeil. Donc si on devient immortel, on n'a plus besoin de cette spécificité. Mais surtout, le fait que Marshall D. Teach puisse manger 2 fruits du démon sans mourir pourrait être également issu de l'immortalité, puisqu'on sait que lorsqu'on mange 2 fruits du démon, on explose. En explosant, on meurt. Donc, si Marshall D. Teach est immortel, par définition, il ne peut pas mourir par une explosion ou une implosion. Donc, il peut manger plusieurs fruits du démon. Juste cette hypothèse pourrait valider un petit peu les spécificités de Teach dans le manga pour expliquer les différentes intrigues qui tournent autour du personnage de Marshall D. Teach. Mais pour moi, c'est toujours pas ce qu'il y a le plus intéressant, parce qu'à mon avis, avec ce que je vais développer dans la prochaine partie, je vais vous convaincre qu'il y avait un ancien roi et qu'il y a une personne qui revendique aujourd'hui ce trône. Est-ce que Barbe Noire est un dragon céleste? Est-ce que c'est pour ça que Saturne dit qu'il a une lignée spéciale? On pensait que c'était dû au fait que Barbe Noire ne dort pas, ou alors que celui-ci est capable de manger 2 fruits du démon sans exploser, mais peut-être que Saturne sous-entendait que Barbe Noire était un dragon céleste, ou pire encore, qu'il était le descendant d'un des 20 rois qui s'est allié à Im-sama pour construire le gouvernement mondial et détruire Joy Boy. On apprend dans ce chapitre que Rock D'Xebec était à la rêverie 8 ans avant le temps dans le flashback, 56 ans avant notre timeline. Harald aurait rencontré Xebec durant la rêverie. Et ça nous montre, si ce personnage est à cet endroit, qu'il a forcément ou du sang royal et qu'il est roi d'un pays, pourquoi pas la ruche. Et c'est peut-être pour ça que Barbe Noire
souhaite lui aussi devenir le roi d'un pays pour pouvoir participer à la rêverie, ou alors, et ça sera encore plus intéressant, Barbe Noire serait un dragon céleste parce que Rock d'Ixebec serait un dragon céleste, et peut-être que celui-ci revendique le trône et que celui-ci se sent légitime sur le trône à la place d'Im-Sama, et donc Barbe Noire aurait connaissance qu'une personne est actuellement sur le trône et qui viserait depuis le début la place de celui-ci. Et ça irait dans le sens de ma théorie que Barbe Noire souhaite rejoindre les dragons célestes, prendre la place d'Im-Sama et pourquoi pas son fruit du démon. Dans la dernière partie, je vais développer un argumentaire qui va vous choquer, mais vous allez voir que je m'appuie sur des éléments qui sont solides et que Oda va très certainement développer son histoire dans ce sens. Bon, la conclusion, elle est un peu compliquée, mais c'est ma plus belle enquête, donc concentre-toi pour écouter l'intégralité des arguments. On sait que Rox est ou dragon céleste ou roi d'un pays, mais c'est pas ça le plus important, c'est qu'en plus d'avoir ce titre, il partage une particularité. En effet, Xebec, c'est le père de Marshall D-Teach, et Marshall D-Teach a plusieurs attributs qui nous ont été distillés ici et là dans le manga, qui nous font penser qu'il est spécial. En effet, il ne dort pas, il est capable de manger 2 fruits du démon sans exploser, et Marco l'a dit pendant Marineford, il a un petit peu un corps qui est spécial. Même Saturne nous dit qu'il est spécial. Mais s'il a des attributs comme ça qui sont spéciaux, c'est que forcément, Barbe Noire et Rock d'Ixebex sont les 2 membres d'une race. Il y a plusieurs races dans One Piece, il y a les géants, il y a les hommes poissons, il y a les boucaniers, et ils ont tous la particularité d'être mis de côté et d'être persécutés par le gouvernement mondial. Donc, on a dans cette histoire une exception avec un représentant qui est admis par la noblesse du monde, qu'il soit dragon céleste ou roi d'un royaume. Donc, quelque part, la lignée de Rock d'Ixebex a dû faire quelque chose dans son histoire qui fait que cette lignée est dans les petits papiers d'Im-Sama et qu'ils peuvent donc participer à la rêverie et ne pas être persécutés. En connaissant l'histoire d'Im-Sama, pour être dans ses bonnes grâces, il a bien fallu l'aider. Et le moment où elle aurait eu le plus besoin d'aide, c'était bien sûr il y a 800 ans, pendant le siècle oublié, et quand elle a affronté Joy Boy. Et là, on va avoir l'élément central de ma théorie. Pendant la guerre entre Joy Boy et Im-Sama, il y a eu 2 dés, 2 familles des dés qui ont trahi. Une qui a trahi Joy Boy et une qui a trahi Im-Sama. Celle qui a trahi Im-Sama, on la connaît, c'est Nefertari Lily, qui a refusé de faire partie des 20 rois, qui a quitté directement Marie-Joas Terre Sainte et qui en a profité pour cacher les Rio Poneglyphes qui seront témoins de ce qui s'est passé pendant le siècle oublié. Et on sait, avec la surprise d'Im-Sama, quand Cobra a donné le nom intégral de Lily Tswat Nefertari Lily, que Im-Sama ne savait pas que Lily était une dé. Donc, les dés sont les ennemis d'Im-Sama, puisque Nefertari Lily a caché cette lettre de son nom de famille à Im-Sama. D'où sa surprise. Donc, si la lignée de Xebec, malgré le dé, se retrouve dans une rêverie, c'est que à un moment donné, ses ennemis d'Im-Sama, les dés, ont bien trahi pour pouvoir aller de l'autre côté. Donc, Xebec, ou en tout cas sa lignée, a été à un moment donné l'allié de Joy Boy, et il l'a trahi pour rejoindre Im-Sama, ce qui fait que Im-Sama a anobli cette lignée, et ce qui fait que, un membre d'une race qui n'est pas humain a pu éviter la persécution et se retrouver dans une rêverie, malgré que ça soit une race différente, à l'inverse des géants, des hommes poissons, des boucaniers, etc. Et surtout, malgré qu'il ait un dé dans son nom de famille. Donc, l'affrontement final se fera entre Luffy, qui est le descendant de Joy Boy, et Barbe Noire, qui est le descendant du premier traître du Judas, qui a très certainement vendu Joy Boy au profit d'Im-Sama.
Bon, ça fait plusieurs semaines que je vous en parle, je vais vous dire qui a volé le trésor d'Elbaf sur Elbaf lors de la mort d'Harald. Vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question, j'ai oublié de développer ce sujet-là dans mes anciennes vidéos, donc voilà, vous avez assez patienté, je vais vous le dire, et vous allez voir que ça fait sens. Je pars sur la théorie du fait que Oda a beaucoup trop d'intrigues qui tournent autour de trésors. On doit avoir la réponse à qu'est-ce que le One Piece, ça c'est normal, mais on a également le trésor de Marie-Jo Astersainte, le trésor de la ruche, le trésor de God Valley, et j'ai oublié de citer un trésor la dernière fois, vous allez comprendre tout son sens dans cette vidéo. Donc moi, j'ai fait une théorie et j'aurais dit c'est peut-être plus simple pour Oda que finalement tous ces trésors soient le seul et même unique trésor, et que ça soit le Gomu Gomu. Je vous l'explique dans la chronologie. En fait, le Gomu Gomu est un trésor qui se transmet de génération en génération sur Elbaf. Jusqu'à là, on est tous ok. Donc, c'est le trésor d'Elbaf. Mais, et on va le voir dans le prochain chapitre, Xebec est venu pour le voler. C'est ce que je vous avais déjà expliqué il y a 2 ou 3 semaines. C'est devenu ainsi le trésor de la ruche. Mais, on sait, et c'est Garp qui nous l'apprend, que si Xebec vient directement sur God Valley, qui a un nombre incalculable de pirates qui arrivent aussi, c'est pour récupérer le trésor de la ruche. Donc, le trésor de God Valley et le trésor de la ruche, c'est la même chose. Après God Valley, c'est la marine, et très certainement les chevaliers divins et ce cher Garling Figarland qui récupèrent ce trésor. Ce trésor va à Marie-Jo Astersainte, et donc on l'appelle le trésor de Marie-Jo Astersainte, parce que ce trésor nous est introduit par Doflamingo, et à cette époque-là, après God Valley, Doflamingo est encore sur Marie-Jo Astersainte, donc c'est cohérent qu'ils disent qu'il y a un trésor dans la capitale des dragons célestes, et qui en connaissent l'identité. Ensuite, Harald réussit par ses relations diplomatiques avec les dragons célestes et les chevaliers divins à remettre la main sur le trésor d'Elbaf qui avait disparu depuis que Xebec l'a volé. Elbaf récupère le Gomu Gomu no Mi, qui redevient le trésor d'Elbaf. Et là, je vous disais que j'avais l'identité du personnage qu'il avait une nouvelle fois volé pour que ce fruit apparaisse finalement sur le bateau du CP9 et que Shanks le vole à son tour. Et pour trouver le nom de la personne qui a volé ce trésor, il faut déjà un nouveau trésor dans One Piece, qui est une nouvelle intrigue pour Eiichiro Oda, et je vais vous donner le nom tout de suite, et surtout, une personne qui a pu se le faire voler par le CP9, parce que finalement, c'est CP9 qui le récupère. Et j'ai trouvé une personne qui répondait à ces 2 questions, et cette personne, c'est le Capitaine John. Puisqu'on a, le trésor du Capitaine John, ça serait intéressant que lui aussi soit le Gomu Gomu no Mi. Comme ça, le trésor d'Elbaf, le trésor de God Valley, le trésor de la ruche, le trésor de Marie-Jo Astersainte et le trésor du Capitaine John soit en fait qu'un seul et unique même trésor, le Gomu Gomu no Mi. Et si vous vous rappelez sur Thriller Bark, on apprend que le Capitaine John est mort avec 2 sabres dans son estomac parce que c'est son équipage qui se serait rebellé contre lui parce qu'il refusait de dire où est son trésor. Or, comme on sait que ceux qui ont récupéré le fruit sont le CP9 et que la spécialité du CP9 c'est d'infiltrer une organisation, de trahir et de tuer, c'est exactement ce qu'a fait le CP9 sur Water 7. Ils ont infiltré la Galley Company pour avoir un trésor, les plans de Pluton, et une fois que c'était fait, ils ont essayé de tuer le chef de la Galley Company. Ça pourrait être la même chose pour le Capitaine John. Le CP9, au courant que celui-ci avait le trésor, se sont infiltrés directement dans son équipage. Quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas mettre la main sur le trésor, ils l'ont directement tué et ils ont réussi à récupérer le Gomu Gomu no Mi. C'est pour ça que ce trésor s'est retrouvé sur le bateau du CP9 et ça a donné l'opportunité à Shanks de récupérer le Gomu Gomu no Mi. N'hésite pas à me dire ton avis sur cette théorie. De toute façon, on aura la réponse la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on verra pourquoi Rogue Xebec veut rencontrer Harald et si il a volé ou non le trésor d'Elbaf, qui serait le Gomu Gomu no Mi. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Je ne sais pas si tu es déçu, mais je trouve que tout rentre parfaitement pour avoir une des plus belles révélations de One Piece, c'est-à-dire une révélation qui répond à 5 intrigues.
Ce qui est quand même pas mal.